Maintenant qu'on a vu comment fonctionne le code génétique, on va voir comment est-ce qu'il est utilisé pour l'homme, comment on utilise l'homme. On l'a déjà vu en classe de seconde, c'est la transgénèse, qui est une biotechnologie qui utilise l'universalité du code génétique. Problématique, sur quelles connaissances scientifiques repose la transgénèse et quelles en sont les principales applications. Pour cela, je vous avais demandé de faire des questions de votre livre à la page 57. Je vais simplement vous donner les réponses. Donc, dans le document qui était proposé pour la question 1, il y avait 3 insulines d'espèces différentes. Eh bien, on constate que ces 3 insulines sont quasiment toutes pareilles, que ce soit pour l'homme, le bœuf ou, je crois, le mouton. Je vérifie ça tout de suite. Donc, c'était, oui, insuline humaine, bœuf et mouton. Donc, les 3 insulines sont quasiment identiques, sauf 3 acides aminés qui diffèrent en fonction de l'espèce. Les acides aminés 8, 9 et 10. Si on détaillait les différences, on constate qu'on a tréonine, sérine, isoleucine chez l'homme, alors qu'on a alanine, sérine, valine chez le bœuf, ou alanine, glycine et valine chez le mouton. En gros, il n'y a que les acides aminés 8, 9 et 10 qui diffèrent d'une espèce à l'autre. Ensuite, dans cette question, on se demandait comment expliquer que l'insuline produite par la bactérie soit de type humain. Eh bien, le gène qu'on a mis dans la bactérie, c'était un gène d'origine humaine. Donc, c'est un gène qui code pour l'insuline humaine. Comme la bactérie, et c'est ça qui est important de remarquer, la bactérie, elle utilise le même système de correspondance que l'homme. C'est le même code génétique. Donc, quand on a un codon chez un être humain et un codon chez la bactérie, l'acide aminé qui sera placé sera le même. Donc, si on met le gène de l'insuline humaine chez la bactérie, en lisant le code génétique de ce gène, eh bien la bactérie va produire de l'insuline de type humain. La deuxième question portait sur savoir pourquoi est-ce que les différentes applications reposent sur l'universalité de l'ADN comme support d'information génétique d'une part, mais aussi sur l'universalité du code génétique comme système de correspondance d'autre part. Eh bien, comme on vient de le voir, les applications biotechnologiques qui sont proposées dans les documents ne peuvent exister que parce que l'ADN, c'est le support universel de l'information génétique. Chez tous les êtres vivants, c'est l'ADN qui a le code génétique. D'autre part, c'est ce que je viens de dire concernant la bactérie tout à l'heure, eh bien, tous les êtres vivants ont le même code génétique, c'est-à-dire le même système de correspondance entre ADN et protéines. Ainsi, un organisme peut exprimer un gène provenant d'un autre organisme. Pourquoi ? Parce que l'ADN de n'importe quel organisme est constitué d'une succession de nucléotides, ATCG. 3 nucléotides, ça forme un codon. Un codon code pour un acide aminé. Et quelle que soit l'espèce, le code sera toujours le même. Donc on peut utiliser le tableau du code génétique que je vous ai proposé tout à l'heure, quel que soit l'être vivant en question. Troisième question, vous demandez quelle nouvelle propriété est-ce qu'on cherche à conférer au maïs par transgénèse, quel est l'intérêt, et aussi de présenter les principales interrogations suscitées et les arguments développés concernant la fabrication des OGM. Donc on cherche à faire quoi au maïs? Le maïs est attaqué par des insectes, donc on utilise des insecticides chimiques. On essaie justement de diminuer l'utilisation de ce type d'insecticide en conférant au maïs une résistance à un insecte donné. L'intérêt est donc d'améliorer la production sans utiliser trop d'insecticides chimiques. Quels sont les problèmes éventuels que l'on peut avoir en utilisant ce type de technologie? Eh bien, on peut avoir des insectes résistants qui apparaissent. Alors, comment expliquer ce phénomène d'insectes résistants? Eh bien, il faut imaginer que la plupart des insectes qui vont aller sur le maïs ayant un insecticide vont mourir. C'est un peu le but de ce maïs. Cependant, il arrive parfois, par hasard, qu'un insecte naît en ayant une mutation qui fait que, quand il va aller sur ce maïs, eh bien, il va résister à l'insecticide du maïs. Alors, bien souvent, quand c'est un insecte de ce type-là, eh bien, l'insecte, il n'est pas fantastique. Disons que, par rapport à ses congénères, peut-être qu'il vole moins bien, peut-être qu'il a des défauts. En gros, par défaut, il n'aurait pas tendance à beaucoup se reproduire, cet insecte-là. Cependant, quand on est dans un milieu où il y a de l'insecticide et que lui résiste à l'insecticide, eh bien, il y a élimination des autres insectes
et il ne reste plus que cet insecte qui est résistant. Et cet insecte résistant va donc avoir tendance à plus facilement se reproduire et à transmettre à sa descendance la mutation qui lui permet de résister à l'insecticide. Ainsi, on aura une nouvelle population d'insectes qui a eu la mutation de résistance à l'insecticide, et on se retrouvera avec un grand nombre d'insectes qui résistent à l'insecticide. Ainsi, notre maïs transgénique ne pourra plus résister aux insectes, puisqu'il a favorisé la multiplication d'insectes résistants à l'insecticide. De plus, les OGM étant assez récents, on ne sait pas encore quels peuvent être les effets toxiques de ces organismes. Enfin, le maïs étant une plante, il produit du pollen, il produit des graines. Eh bien, si des graines ou du pollen de maïs transgénique venaient à se disséminer dans la nature, cela pourrait poser de grands problèmes concernant la biodiversité et l'équilibre des différentes espèces de maïs dans la nature. Concernant les points positifs qu'avancent certaines personnes, eh bien, ils disent, quand on fait de la manipulation génétique, on ne fait rien de plus qu'accélérer ce qu'aurait fait naturellement la nature. Ce qu'aurait fait la nature. En effet, on pourrait se dire, les mutations, c'est vrai, ça apparaît au hasard à n'importe quel moment, et il est parfaitement possible qu'à un moment donné, eh bien, un maïs soit résistant à des insectes, de façon naturelle. Eh bien, l'homme, ce qu'il fait, eh bien, il va accélérer ce processus, il va éviter de trop laisser le hasard faire, le hasard pouvant prendre beaucoup de temps avant de conférer une résistance à un insecte au maïs. A l'inverse, ceux qui ne défendent pas les OGM disent qu'on n'a pas assez de recul avec ces technologies pour savoir les risques qui sont encourus, notamment au niveau de la santé publique et au niveau également de le danger de la dispersion de graines transgéniques dans la nature. Alors on va faire un bilan sur ces biotechnologies, sur la biotechnologie et la transgénèse. Eh bien, la modification du génotype d'un organisme par transgénèse, qui permet de produire de nouvelles protéines, repose sur l'universalité du code génétique. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la transgénèse, qui est une biotechnologie, ne peut exister que parce que l'ADN a, pour tous les êtres vivants, le support de l'information génétique, et que le code génétique fonctionne quels que soient les êtres vivants. C'est vraiment ça qu'il faut retenir dans cette partie.